ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer. À la une ce soir, le président de la République a reçu une délégation des notables congolais tutsi rwandophones venus discuter sur la question de leur sécurité partout où ils se retrouvent en République démocratique du Congo, à suivre dans ce journal. Construction du port en eau profonde de Banana, plusieurs officiels ont assisté au lancement de travaux d'enrochement par la société DP World dans le Congo central, un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu jeudi avec une délégation de notables congolais tutsi rwandophones sur la question de leur sécurité partout où ils se retrouvent en République démocratique du Congo. Il a rassuré ses invités sur sa ferme détermination de voir tous les Congolais, peu importe la tribu ou l'ethnie, vivre dans la cohésion. Un message qu'il a également transmis à la communauté de Congolais Hutus reçus auparavant. Regardez. Dans le souci de préserver la cohésion nationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine le représentant de communautés Hutus et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Ensemble avec ses interlocuteurs, le chef de l'État a échangé sur le voies et moyens pour renforcer l'unité nationale, qui recommande, a-t-il souligné dans son adresse à la nation, de bannir des fléaux de discrimination ethnique et stigmatisation physique, du délit de fascie et de bléité séparatiste de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État et l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays et leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination de Félix Tshisekedi dans la recherche de solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Quant aux représentants de la communauté Tutsi, ils ont condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie et ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et le terroriste du M23. Ils se disent fidèles à la RDC et rejettent toute manipulation du Rwanda qui impose une guerre injuste au pays. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé poursuit avec des échanges en marge de la COP27. Samalou Kondé a reçu jeudi une délégation de l'équipe de pilotage du projet RED plus Maïndombe, projet qui permet d'améliorer le moyen de subsistance des agriculteurs et réduire les émissions en limitant la pratique de la culture sur brûlis. Regardez. Ils ont été reçus par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. C'est une délégation de l'équipe de pilotage du projet RED plus Maïndombe qui est venue présenter les bilans des activités réalisées depuis les lancements du projet. Ces projets permettent d'améliorer le moyen de subsistance des agriculteurs qui vivent dans l'extrême pauvreté et ainsi réduire les émissions en limitant la pratique de la culture sur brûlis. Après échange, ils se sont exprimés en ces termes. Nous sommes venus présenter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nos activités dans le cadre du projet Maïndombe RED+, de réduction des émissions dans les territoires d'Inongo, et aussi présenter nos perspectives pour le développement des nouveaux projets dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous avons également fait notre bilan de nos activités depuis 2011 à la signature du contrat jusqu'à aujourd'hui, en présence de M. Hassan de la CNRED qui certifie non seulement pour la République démocratique du Congo les crédits carbone et aussi qui regarde les ventes que nous avons effectuées pour le compte de la République. Et nous avons également parlé des bénéfices que nous devons
nous sommes en train de payer pour le gouvernement dans le cadre des ventes de crédits qu'on vient d'effectuer. Le Premier ministre a reçu notre projet avec beaucoup d'enthousiasme et il a promis qu'on puisse se revoir à Kinshasa pour approfondir la question. D'autres projets sont envisagés dans les autres provinces du pays et le porte-parole a promis d'inciter les autres partenaires à venir investir en RDC. Il faut signaler que pour faire face aux conséquences du changement climatique, le gouvernement de la RDC s'efforce de lutter contre les déboisements et la dégradation de forêts à travers l'initiative RED, qui n'est autre que la réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation de forêts. Ces programmes de réduction des émissions dans la province de Mai-Ndombe est le premier à avoir été sélectionné pour être intégré au fonds carbone du fonds de partenariat pour le carbone forestier. Proclamé par ordonnance présidentielle depuis le 3 mai 2021, l'état de siège sur l'ensemble du territoire de province du Nord Kivu et de l'Ituri a été prorogé pour une 36e fois à l'Assemblée nationale les jeudis 10 novembre 2022. Sous la conduite de Christophe Mbosso, les élus nationaux ont au cours de la plénière de ce jeudi 10 novembre 2022 voté pour la 36e fois la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Pour un total de 286 députés présents dans la salle de plénière, 284 ont voté oui et se sont abstenus. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Intervenant avec une motion d'ordre, le député Emery Okunji a exhorté ses collègues de ne pas engager des débats sur cette énième prorogation pour ne pas démoraliser les troupes au front. Depuis un certain temps, vous le savez très bien que nos forces de défense et de sécurité sont en pleine opération pour défendre le pays contre l'agression rwandaise. Et donc, nous ne pouvons pas, en tant que responsables, engager un débat qui peut, à travers certains propos, démoraliser nos troupes qui sont en pleine opération. Mais bien auparavant, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a justifié cette nouvelle demande de prorogation en ces termes. Cette démarche est une exigence constitutionnelle qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. En effet, au terme des dispositions susvisées, l'ordonnance proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République, sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Toutefois, dans les tout prochains jours, une table ronde à laquelle seront conviés la société civile ainsi que tous les acteurs concernés afin d'élever les options sur l'avenir de l'état de siège sera convoquée. La commission aux droits de l'homme de la Chambre basse a auditionné le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, sur la question des écoles à problème et autres dossiers du secteur éducatif. Regardez. Jeudi 10 novembre 2022, dans la salle de banquet du Palais du Peuple, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, était face aux députés de la commission aux droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement. C'était au sujet de la question des écoles désactivées, des écoles fonctionnant sans arrêter, de la paye des enseignants par les institutions bancaires, de la paye de nouvelles unités et autres. Après échange, Tony Mwaba s'est exprimé en ces termes. Il était question qu'avec le ministre, nous passions en revue un certain nombre de problèmes liés au droit, le droit à l'éducation,
C'est un droit fondamental dans notre Constitution. Et nous, comme Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, au nom de tous les peuples congolais, nous voulions savoir qu'est-ce que le ministre fait par rapport à certaines questions. La question de la désactivation de certaines écoles qui avaient été désactivées. Il y a beaucoup d'écoles qui sont sans arrêté. Nous avons aussi des cas de ces problèmes de paiement des enseignants par rapport aux institutions bancaires qui sont chargées de payer. Et puis beaucoup d'autres questions. Et le ministre a répondu à toutes ces questions-là. Je tiens vraiment à les remercier. Et nous lui avons dit qu'il était question de faire toujours plus. C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de ce qui est fait maintenant. Nous voulons qu'on fasse plus pour que tout enfant congolais, selon notre Constitution, puisse accéder à l'instruction, à l'éducation, mais que cette éducation soit de qualité. Donc, la gratuité, oui, mais nous voulons que cette gratuité soit de qualité. Et le ministre nous a fait part de tous les efforts qu'il déploie avec ses services pour arriver à cette qualité-là que nous voulons tous avoir. Ceci a constitué pour le ministre l'occasion de montrer à la Commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont déjà été faits dans ces sous-secteurs en partant de l'état des lieux dressé à l'arrivée et tout ce qui reste à faire et le moyen que cela nécessite en termes de ressources. Tony Mwaba a profité de cette circonstance pour solliciter de moyens suffisants pour permettre à l'EPST de régler de grands problèmes qui se posent dans les sous-secteurs. Ainsi, il a sollicité l'appui de l'autorité budgétaire à travers la Commission droits de l'homme dans le démarche visant l'activation de ressources innovantes identifiées dans les décrets du Premier ministre de manière à permettre au système éducatif congolais, au-delà du budget, accède à d'autres ressources innovantes, lesquelles viennent en appui éviter tous les déboires que l'on connaît actuellement. Après avoir promis leur appui afin que ces ressources soient activées et que tous les verrous soient levés et même que la caisse des retraites et des enseignants soit activée, les députés, membres de la Commission droits de l'homme, ont exhorté les ministres à faire un peu plus sans vouloir se contenter de ce qui est déjà fait et acquis. Poursuivons ce journal avec la conférence épiscopale nationale du Congo qui appelle la population à une marche pacifique le dimanche 4 décembre prochain en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Elle invite ainsi l'opposition à faire taire les divergences politiques et réunir les efforts pour combattre l'ennemi. Regardez. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko sur la situation sécuritaire du pays. Nous, archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, émus par notre mission prophétique, nous tirons la sonnette d'alarme sur le danger que court notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. La communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie l'ouest, précisément dans les territoires de Kwamonte et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur opposant les Tékés et les... Dans la province de l'Ituri, suite à l'appel du chef de l'État à s'enrôler massivement dans l'armée, plus de 300 jeunes de la ville de Bunia et des environs ont intégré l'armée afin de combattre pour la patrie. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels
défie prêt à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate kizirani yetu gonae. Bangura batungisi misa mingi. Esengeli toneta bango. Toza tite wakati mboka na biso. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenye wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha, wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyi watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. D'une province à une autre, construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Les lancements de travaux d'enrochement a été donné mercredi 9 novembre en présence du gouvernement central. Le gouverneur Guy Bandou Dungidi, les députés provinciaux et nationaux du Congo central et les représentants de la société DP World. Regardez. Ce n'est plus un rêve, la construction du port à eau profonde de Banana devient une réalité. Le gouvernement congolais, Temordicus, a construit cette infrastructure portuaire pour booster son économie et permettre au pays de se connecter aux voies commerciales internationales. Le go des travaux d'enrochement vient d'être lancé par le ministre des Affaires foncières Molindo Sakombi le mercredi 9 novembre à Banana, en présence de la vice-ministre de la Défense nationale, des membres du bureau de coordination des suivis et du contrôle du port à eau profonde et ceux de la société DP World, tous reçus par les gouverneurs de province, Dr Guy Bandou Dungidi, ainsi que les députés provinciaux et nationaux élus de Mwanda. Une joie immense pour la population qui souhaite voir ce projet se réaliser pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Rappelons que c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de pierre de la construction du port à eau profonde de Banana. Les travaux seront réalisés par DP World, une société des Émirats arabes unis. Le coût global est estimé à près d'1 milliard de dollars américains et les travaux prendront fin d'ici l'année 2025. Ouvrons les registres santé à présent en sa qualité de président du comité ministériel sur la santé de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le ministre congolais de la santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbugani, a présidé la cérémonie officielle conjointe de ministres de la santé et de ministres responsables du VIH et du sida ce jeudi 10 novembre 2022 à Kinshasa. La tenue de cette réunion en un moment où la RDC, notre
notre pays fait face à une guerre injuste, lui imposée de l'extérieur par quelques pays voisins, guerre qui ravage et endeuille la partie est de son territoire national, coïncide avec un environnement mondial dominé par les effets pervers de la pandémie Covid-19 qui secoue tous les continents et éprouve durement l'ensemble des économies mondiales et témoigne de la ferme volonté et engagement de la RDC à contribuer dans la recherche des solutions aux problèmes des maladies épidémo-endémiques dans la région de la SADC. Cette réunion se tient également dans un environnement mondial caractérisé par la guerre en Ukraine, qui tend à bouleverser les équilibres géostratégiques avec des effets néfastes sur les économies des pays africains, avec comme conséquence l'aggravation des problèmes sanitaires, notamment les pandémies, épidémies et endémies. C'est ici l'occasion, pour moi, de remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la SADC pour son accompagnement dans l'organisation de ces assises, au cours desquelles l'ensemble des problèmes sanitaires de la région ont été examinés en profondeur par d'éminents experts venus des pays membres de la SADC pour dégager une vision commune des événements de santé publique, notamment les multiples situations d'urgence de santé publique auxquelles nos pays sont confrontés et dont font partie la rougeole, le paludisme, le monkeypox, la malnutrition, la tuberculose, le VIH et la maladie à virus Ebola, et d'arrêter les stratégies susceptibles d'orienter les actions à mener pour les combattre. Nous bouclons ce journal avec la santé, place au rappel de titre. Le président de la République a reçu une délégation de notables congolais tutsi rwandophones venus discuter sur la question de leur sécurité partout où ils se retrouvent en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Et puis la construction du port en eau profonde des Bananas, plusieurs officiels ont assisté au lancement de travaux d'enrochement par la société DP World dans le Congo central. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.